Bonjour, bienvenue. Je souhaite maintenant la bienvenue aux représentants de la Maisonnée. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé, puis par la suite, nous procéderons à la période d'échange avec les membres de la commission. À 1 minute de la fin de votre exposé et de vos réponses aux questions, je vous ferai un signe. Je vous invite donc à vous présenter puis à débuter votre exposé. Merci, Madame la Présidente. Donc, mon nom est Guy Drudy, je suis président du conseil d'administration de la Maisonnée. Nesrine Aliaya, donc coordonnatrice de projet en employabilité à la Maisonnée et présidente du comité consultatif personnes immigrantes. Bien, sans plus tarder, nous allons vous présenter notre mémoire. Donc, juste peut-être mentionner que pour nous, ce qui est important, c'est d'assurer également l'intégration réussie des personnes immigrantes au Québec, mais en éliminant les obstacles systémiques qui limitent à la fois leur accès au marché de l'emploi et la prospérité socio-économique. Donc, il y a un double volet, il y a un double versant, c'est-à-dire qu'on n'est pas gagnant-gagnant, mais on est perdant-perdant à ce niveau-là. Juste peut-être un court résumé, plus la courte représentation de la Maisonnée, en plus par la suite pour parler de la problématique, et Mme Nesrine Ayala va être en mesure de présenter l'ensemble des recommandations et la suite du rapport. Donc, juste peut-être mentionner ce que pour nous, le projet de loi 9 propose une démarche fragmentée. Il n'a pas finalement tout l'aspect englobant de la politique sur l'immigration, la participation et l'inclusion qui a été publié et émis en 2015, qui nous apparaissait, je dirais, assez complet. Là, actuellement, c'est assez fragmenté et les mesures favorisées sont effectivement, à mon sens, limitées. L'apprentissage du français, les valeurs démocratiques et des valeurs québécoises. Or, on voit que ça revient souvent, alors que pour nous, et vous allez le voir, le constater, il y a des éléments beaucoup plus concrets qui s'installent. Pour nous, la principale barrière à l'intégration des personnes immigrantes est leur non-reconnaissance. Donc, pour éliminer les obstacles systémiques qui les disqualifient, mais il faut avoir effectivement des mesures beaucoup plus concrètes qu'on va vous présenter tantôt. Rapidement, juste mentionner que la Maisonnée existe depuis 40 ans. Donc, lorsque le gouvernement parle de prendre soin de la population immigrante, nous, dans le fond, effectivement, c'est ce que l'on fait depuis 40 ans. On accueille 22 000 personnes par année. Et à ce niveau-là, donc, 10 000 personnes à travers 35 programmes qui sont aussi associés à partir de leur entrée et jusqu'à l'employabilité et au parcours aussi. J'entendais M. le ministre parler de l'installation dans les régions. Je viens d'une région et personnellement, on a des programmes qui ont été d'ailleurs primés aussi puis appréciés par la Ville de Montréal lors du dernier rendez-vous culturel sur justement le loisir comme vecteur d'intégration. Donc, juste mentionner que l'intégration ne se base pas seulement sur une intégration socio-économique, mais sur une intégration qui vise l'adaptation sociale. Donc, la Maisonnée a pour mission de faire de tout résident, ancien, nouveau de naissance, un citoyen à part entière. Donc, pour ce faire, on intervient sur les deux volets, je dirais, au niveau de la société d'accueil et les populations nouvellement arrivées. Mais on constate, et dans le mémoire, je l'ai fait ressortir avec mes collègues, on constate qu'il y a un volet dont on ne parle pas dans le projet de loi, qui est celui de la discrimination. Et cette discrimination, elle est déjà présente lors de l'étude pionnière de 1996 qui a été générée par le ministère lui-même et qui finalement actuellement est encore présente suite à l'étude de Statistique Canada qui est sortie en février 2019. Et un autre point que je veux mentionner, c'est qu'on ne parle pas simplement de choc culturel, que ce soit de part et d'autre, mais de choc discriminatoire qui finalement se base sur une stigmatisation de l'immigrant comme étant
non formés, pas assez bien formés, alors que nous, on constate au contraire dans nos activités de placement que les gens sont très appréciés. Donc, en quelque sorte, j'ai l'impression que le projet de loi n'est pas complet parce qu'il ne touche pas, je dirais, tout l'ensemble d'une vision holistique, mais strictement fragmentaire et linéaire. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Mme Nisrine Al-Diaya qui va nous présenter justement l'étude de du comité consultatif de la personne migrante. Bien, dans le fond, moi, ce que je tiens à mentionner, c'est que nous savons très bien qu'il y a plusieurs défis que rencontre la personne immigrante quand elle arrive ici au Québec et qui ont été documentés depuis plus d'une vingtaine d'années et qui perdurent malheureusement aujourd'hui. Donc, l'un des plus gros défis pour ces personnes-là, c'est la reconnaissance de leur acquis de compétences, la reconnaissance de leur niveau de scolarité, la déqualification professionnelle qu'ils subissent pas mal souvent. On a aussi un gros problème au niveau de l'apprentissage de la langue française parce qu'on parle de notre mission en tant que pays d'accueil, en tant que province francophone à améliorer l'accès à la langue française. Cependant, on trouve que malheureusement, ce n'est pas encore à la hauteur des attentes de toutes les personnes qui sont dans la société. Il y a aussi la problématique des différents statuts d'immigration. On sait très bien qu'aujourd'hui, il y a plusieurs statuts d'immigration avec lesquels arrivent les personnes, mais qui malheureusement aussi n'ont pas nécessairement accès tous à différents services. Donc tout ça, ça fait partie des défis qu'on a déjà rencontrés puis qu'on a déjà énumérés depuis longtemps, mais qui ne sont pas aujourd'hui encore traités de façon efficace et puis qu'on ne voit pas que dans notre projet de loi qui est présenté aujourd'hui, on a des pistes de solutions par rapport à ces défis-là. Autre chose aussi qui est très important à mentionner, c'est que au niveau du recrutement ou des processus de recrutement qui se font auprès des personnes immigrantes, on sait très bien qu'au niveau des RH, par exemple, il n'y a pas encore une méthodologie générale ou globale qui va être plus orientée vers une interaction interculturelle. Autre chose que nous, en tant qu'organisme, on essaye de faire dans le fond, c'est d'essayer de créer des liens avec la société d'accueil via aussi les entreprises de la société. On sait très bien que nous, ce qui compte, c'est le cri des entreprises qui sont en train de dire qu'on a besoin de main-d'œuvre, on a besoin de gens qui travaillent et que pour une fois, immigration devrait rimer avec solution. Mais comment est-ce que l'immigration va devenir une solution? Mais déjà qu'il faut partir des bassins que nous avons ici sur place, qui sont très employables et qui ont les compétences et les qualifications, mais qu'on n'arrive pas encore à intégrer en emploi. Il faut mentionner que Statistique Canada 2018 disait que 13,8% des personnes immigrantes qui sont déjà ici sont encore en situation de chômage. Donc, pourquoi ne pas déjà utiliser cette main-d'œuvre existante et qui est prête à aller vers le travail? Au niveau du comité consultatif personnes immigrantes, il y a eu 25 recommandations qui ont été ressorties. Je vais vous épargner les détails parce que ça va prendre trop longtemps. Puis je sais que Madame la Présidente me regarde en me disant qu'il me reste 1 minute et que 2, parfait. Donc, en fait, on a beaucoup insisté sur 4 points en particulier. Les 4 points sont principalement, c'est l'accompagnement de toutes les personnes immigrantes, tous statuts confondus, avec des services. Alors, être plus inclusif dans une société qui a toujours eu l'accueil à cœur. Un deuxième point qui est très, très important, c'est la francisation, mais la francisation à vocation professionnelle. Ce n'est pas juste apprendre le français pour apprendre le français, mais aussi pour aller vers l'emploi avec notre français. Une troisième chose que nous, on recommande activement, c'est que les employeurs aient accès à toutes les mesures qui sont déjà à leur disposition puis qu'ils ne connaissent peut-être pas nécessairement ou qu'ils connaissent mais qu'ils sous-utilisent. Et un quatrième élément, et non des moindres, c'est de nous reconnaître en tant qu'organisme communautaire, en tant qu'organisme de la société, qui ont toute une expertise qu'elles pourraient apporter à nos instances, qu'elles soient publiques, qu'elles soient entrepreneuriales. Donc, que ce soit au niveau de l'entreprise, que ce soit au niveau de différentes instances, on est une expertise qui est incontournable. Merci à vous.
compléter, terminer Il vous en reste une mentionnant le quarantaine de dernier secondes. paragraphe, s'il me reste OK. 30 secondes. Selon la population des jeunes et des très jeunes travailleurs a fortement baissé au Québec et la province attire peu de migrants interprovinciaux. Le fait, c'est que pour nous, dans le fond, on voit qu'il y a une diminution de l'offre d'emploi et du bassin d'emploi, j'entends, et des gens qui sont en mesure de pouvoir occuper ces emplois. Et actuellement, Maisonnée estime que le projet de loi 9 ne remplit pas le mandat d'être attrayant et de faire en sorte que les nouvelles populations arrivées puissent intégrer la nouvelle communauté. Merci pour votre exposé. J'ai l'impression que ça va susciter des beaux débats. La période d'échange débute. Monsieur le ministre, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente, Madame Al-Haya. Bonjour, merci d'être à l'Assemblée. Monsieur Druidi, bonjour, merci d'être à l'Assemblée. On se revoit dans un autre contexte, un fier antonien de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu. D'ailleurs, moi et Monsieur Druidi et moi, on a passé la guignolée ensemble il y a quelques années. Alors, on a cogné aux portes du comté. C'était une pratique pour la campagne électorale. On ne va pas chercher la même chose, par contre. Succès dans les deux occasions. Oui, effectivement, c'est vrai, les gens sont généreux à Saint-Antoine, particulièrement pour la guignolée. C'est un exercice qu'on doit faire à chaque année. Écoutez, merci pour votre présence en commission parlementaire. Merci pour votre mémoire. Vous dites, bon, le projet de loi 9, c'est un projet de loi qui est fragmenté. Vous dites, on ne touche pas à tous les aspects, dans le fond, qui touchent l'immigration. C'est vrai qu'on ne touche pas à tous les aspects qui touchent l'immigration. Ce qu'on fait avec le projet de loi 9, c'est une première étape dans la réforme de l'immigration, par la voie législative. Donc, ce n'est pas toutes les réformes que l'on va faire qui vont passer nécessairement par une modification de la loi. Il y a certains programmes, il y a certaines politiques qui vont être mises en place aussi, mais ça ne passe pas par la voie législative, ça passe par la voie, supposons, administrative gouvernementale. Pour ce qui est du projet de loi 9, ce qu'on fait, c'est qu'on vient changer, dans un premier temps, la façon dont on sélectionne les immigrants, basé sur le fait de dire, bien, maintenant, on va prioriser le profil des candidats en fonction des besoins du marché du travail. Je suis sensible à ce que vous avez dit tout à l'heure relativement au fait qu'il y a beaucoup d'immigrants qui sont sur le territoire québécois actuellement, le taux de chômage, c'est plus du double de la population native. Pourquoi ne pas faire en sorte d'aller recruter dans les personnes qui sont là? Je suis d'accord avec vous. Il y a des efforts qui doivent être faits à ce niveau-là. Puis il faut s'assurer que les gens qui sont sur le territoire québécois, ils puissent être en emploi. Il n'y a pas de raison au Québec présentement que les gens soient au chômage. On est quasiment en situation de plein emploi. Alors oui, il faut travailler là-dessus pour les personnes qui sont sur le territoire québécois. Je suis d'accord avec vous. Pour ce qui est des gens qui ne sont pas encore présents sur le territoire québécois, nous, on veut changer le système pour s'assurer qu'il y ait un maillage entre le fait de l'emploi disponible puis le profil de la personne, pour pas que d'autres situations comme ça, où le taux de chômage est plus du double que la population native, ça continue d'arriver. Il faut prendre des moyens, puis un des moyens pour ça, c'est de s'assurer qu'il y a une adéquation. L'autre élément qui est extrêmement important, c'est la surqualification. Puis c'est pour ça que je vous dis que ça ne fonctionne pas bien actuellement le système d'immigration, parce qu'on n'a pas réussi comme société au fil des années, à s'assurer que les gens occupent un emploi à la hauteur de compétences. Alors, ma question, c'est, à partir du moment où on fait ça dans le projet de loi 9, comment est-ce que vous, comme organisme communautaire, vous voyez cette façon de procéder-là? Qu'est-ce qui vous manque au niveau de l'intérêt? Vous disiez tantôt, on veut être reconnu comme organisme communautaire, comme partenaire. Je suis d'accord, vous êtes des partenaires du ministère de l'Immigration. Comment est-ce qu'on fait pour vous accompagner davantage là-dedans dans votre mission? Bonne question. Dans le fond, nous, ce qu'on est en train de dire là, c'est que l'accompagnement devrait se faire à 3 niveaux. Vous parlez du fait d'arrimer les compétences des personnes qui vont arriver d'ailleurs avec les besoins du marché de travail. C'est un objectif très louable, dans le fond, mais la problématique, c'est que qui garantit que les personnes, une fois qu'elles arrivent ici, vont vouloir travailler exactement dans un même domaine? Comment est-ce qu'on va pouvoir évaluer? Est-ce que les personnes vont travailler en synergie avec des équipes qui sont déjà en place? Comment est-ce qu'on va s'assurer
que la communication interculturelle en milieu professionnel va se passer de la meilleure manière que ce soit. Je pense que c'est ça le rôle de nous en tant qu'organisme communautaire, comment accompagner les entreprises via, entre guillemets, de la sensibilisation et de l'éducation en milieu de travail, mais aussi en accompagnant les personnes pour qu'elles soient bien accueillies, ne pas se sentir démunies et ne pas surtout se sentir écrasées par l'obligation d'être avec un employeur. En fait, ce qu'on est en train de dire là, c'est qu'une personne qui arrive avec plein de compétences devrait avoir accès au marché de travail, mais aussi à un bassin d'employeurs divers et pas à un seul employeur avec lequel elle va être rattachée, et qu'au cas où il y a un problème avec cet employeur-là, elle ne va pas être en mesure de quitter l'emploi parce qu'elle n'a pas d'autre option. Je peux me permettre, Monsieur le ministre, juste un petit complément, c'est que, dans le fond, ça relève d'une vision néolibérale du marché de l'immigration, là. Et dans ce sens-là, je veux juste mentionner que ça rompt avec une tradition d'accueil du Québec. Donc, et ça, je trouve là, que c'est essentiel, important dans la confiance que les gens ont dans l'approche québécoise qui est fondée sur l'interculturalisme. Donc, et dans ce sens-là, actuellement, cette vision néolibérale ne vise qu'à combler des besoins statutaires qui sont en évolution. Oui. Bien, en fait, juste pour préciser, là, le projet de loi 9, là, ce qu'il fait, il ne lie pas les candidats à l'immigration à un employeur. Ça, c'est le permis de travail fédéral qui fait ça. Moi, je n'ai pas de juridiction là-dessus. Et le permis de travail fédéral peut être une solution, entre autres, pour s'assurer que les gens puissent aller en région, puissent répondre à un besoin du marché du travail. Et par la suite, moi, mon objectif, c'est de les permanentiser. À partir du moment où vous êtes un immigrant permanent, vous n'êtes pas lié avec quelconque employeur qui existe. Mais les contrats de travail temporaire, il faut comprendre qu'ils sont liés avec un employeur précis. Quand c'est un permis de travail fermé, des fois, il y a des permis de travail ouverts aussi, ça dépend de la catégorie. Mais ça, c'est fédéral. Cela étant dit, moi, dans le projet de loi 9, ce que je fais, c'est que je me donne les outils, les pouvoirs pour pouvoir donner des services aux personnes qui sont en situation temporaire aussi. Ça, c'est nouveau, là, ça n'existait pas. Donc, nous, on veut pouvoir s'assurer de franciser intégration, employabilité aux immigrants qui sont sur le territoire québécois en statut temporaire aussi. Ça, c'est nouveau, puis on est dans cette démarche-là. Pour ce qui est de l'immigration permanente, supposons avec Arima, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on ne veut plus de situation du fait où la résultante, c'est le fait que les gens, leur taux de chômage est beaucoup plus élevé ou qu'ils sont surqualifiés. C'est pour ça qu'on va avoir le maillage. Puis nous, ce qu'on dit, c'est notamment pour la régionalisation, on dit, bien, on souhaite inviter en priorité ceux qui auront un lien avec un employeur pour dire, bien, écoutez, parmi la banque de candidats, vous allez être embauché par un employeur, vous avez une offre d'emploi validée, bien, on va vous faire venir beaucoup plus rapidement au Québec. Et particulièrement en région, on peut mettre des critères pour les régions pour faire en sorte, d'assurer la vitalité des régions, mais aussi s'assurer d'amener des incitatifs à aller en région. C'est la logique dans laquelle on pense. C'est pas une approche qui est néolibéraliste, une approche qui est respectueuse des droits de tous et chacun, parce que notamment, la réalité aujourd'hui, quand on regarde l'immigration, c'est que c'est pas très respectueux. On n'a pas bien accompagné, on n'a pas bien intégré, on ne s'est pas assuré que les gens occupent un emploi à la hauteur de leurs compétences. Puis la résultante, c'est qu'il y a eu beaucoup de rêves déçus. Alors moi, là, c'est la perspective dans laquelle je suis présentement. Là, à ce moment-là, c'est un découpage que vous faites, Monsieur le ministre, qui est, à mon sens, réducteur. Parce qu'effectivement, il existe un accompagnement. Et là où est-ce que l'accompagnement est bien financé, à ce moment-là, les organismes sont en mesure de donner de très bons résultats. La question maintenant que je voulais, sauf que ces subventions-là, ou en fait ces ressources-là, ne sont pas disponibles, et ne sont pas disponibles nécessairement en région. Nous, on travaille avec les régions également, et les employeurs viennent nous voir. D'ailleurs, une chose que j'ai oublié de mentionner tantôt, nous sommes un partenaire principal du mouvement des jardins. Donc, à ce moment-là, ils nous font confiance pour pouvoir, mettons, comme produire, je dirais, des maillages, comme vous dites. Et dans ce contexte-là, moi, ce que je dis, c'est que ce dont on ne parle pas et qui est très présent dans toutes les études de 96 jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la discrimination, le choc discriminatoire, la discrimination systémique
et indirect, et quelquefois direct, mais ça, c'est une autre question. Mais je veux juste dire que dans le projet et dans ce que vous proposez aux employeurs, mais actuellement, ça, c'est moins présent que la coercition qui est mise sur les requérants au niveau de l'immigration. C'est ça, moi, en fait, que je... Et ça rompt, comme je vous ai dit tantôt, le contrat qui est le contrat d'accueil, la tradition d'accueil au niveau du Québec. Et nous, dans le fond, on l'a vécu depuis 40 ans. Donc, ça fait depuis 40 ans. On a été le premier organisme multiethnique à accueillir, je dirais, les populations immigrantes à Montréal. Il y en a eu d'autres qui étaient religieux, mais nous, on était laïcs. Donc, c'est juste pour vous dire, dans le fond, qu'à quelque part, l'expertise, on l'a développée plus. Ouais. Je peux vous rassurer, l'objectif du projet de loi est de s'assurer de bien intégrer les personnes migrantes, de faire en sorte aussi d'avoir un parcours personnalisé et de déployer des ressources. Moi, je me retrouve dans une situation où la vérificatrice générale, en 2017, dit qu'il n'y a pas de mesure de suivi, notamment sa francisation, sur l'intégration. Il n'y a pas de leadership qui est exercé par le ministère de l'Immigration. Alors là, on change ça. Puis on va travailler en partenariat avec les organismes comme le vôtre pour s'assurer que, parce que tout le monde dans le réseau de l'immigration a son rôle à jouer. À la fois les cégeps, les universités en francisation, les commissions scolaires, à la fois vous comme organisme communautaire en termes d'intégration, de francisation aussi, parce qu'il y a beaucoup de professeurs du Midi qui sont dans les organismes comme les vôtres. Le ministère de l'Immigration aussi, sa job maintenant, ça va être de coordonner l'action gouvernementale en matière d'immigration, d'intégration. Parce qu'avant, on avait santé d'un bord, éducation de l'autre, emploi, solidarité sociale. Il n'y avait personne qui était imputable. Tout le monde était imputable dans son petit carré de sable. Là, ça change. Ça va être immigration qui va être imputable. On ramène de la cohérence gouvernementale pour s'assurer d'avoir une vision là, qui est sur l'ensemble du gouvernement. Fait qu'on va être des partenaires avec vous là-dedans. Et pour ce qui est des résultats, moi, je compte bien faire en sorte de m'assurer que les gens qu'on accueille, ils puissent être bien intégrés, puis on leur donne les outils aussi pour ce faire. Alors, je suis vraiment dans la même logique que vous au niveau de l'accompagnement, de l'intégration, l'accompagnement personnalisé. Je pense que mes collègues ont des questions aussi, mais je vous remercie beaucoup, puis on aura l'occasion de se revoir à Saint-Antoine. Merci, M. le ministre. Je cède la parole maintenant au député de Chauveau. Merci beaucoup, Madame la Présidente. C'est un plaisir, M. Daudy, Madame Alaya. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je trouve ça intéressant parce que pour avoir été impliqué dans les dernières années d'un organisme relativement similaire au vôtre, le SAAI à Québec, Service d'aide et d'accueil aux immigrantes et migrants, je trouve ça très intéressant d'avoir un organisme communautaire qui vient nous parler. Puis évidemment, je suis conscient que le projet de loi, puis le ministre l'a bien expliqué, là, il y a peut-être des éléments que vous auriez aimé voir apparaître, mais on place des assises juridiques pour améliorer la situation. Et pour l'avoir vécu comme vice-président de l'organisme, on le voit, là, les problèmes de francisation, les problèmes d'intégration à l'emploi, les problèmes de la reconnaissance des acquis, c'est des problèmes qui sont récurrents, qui sont mentionnés par les citoyens qu'on accueillait. Et les organismes communautaires peuvent jouer un rôle très important, je crois, dans l'intégration des personnes immigrantes au Québec. Puis votre travail est important, puis ça fait longtemps que vous êtes là, puis vous êtes certainement un des plus gros, si ce n'est pas le plus gros au Québec. Comment le gouvernement, moi c'est ça qui me questionne, comment le gouvernement peut vous aider à faire mieux vous et votre réseau, et comment on peut intégrer davantage le milieu communautaire dans la réussite de l'intégration? Parce que, qu'on le veuille ou non, il y a des gens qui sont venus au Québec et on en a perdu. Il y a beaucoup de personnes qui quittent vers l'Ontario, vers d'autres provinces canadiennes ou vers d'autres pays, malheureusement. Donc, l'objectif, c'est de les garder chez nous. C'est bien beau de les accueillir, mais après ça, il faut qu'ils aient le goût de rester dans la maisonnée. Je vais peut-être vous répondre à travers le volet de l'employabilité, parce qu'une personne qui est en emploi dans son domaine de compétences, sans être déqualifiée, avec des emplois de qualité, avec la possibilité d'être maintenue et bien intégrée dans le milieu aussi, à travers tout le système, à savoir avoir une bonne éducation pour ses enfants, un bon emploi pour son conjoint, avoir aussi accès à tous les services, c'est ça qui va faire que la personne veuille y rester. Par contre, si on voit miroiter dans les autres provinces ce qu'on n'a pas chez nous, ben c'est certain que la personne va se dire, ben c'est quoi l'équation? Je vis au Canada. Aussi, je vous dirais que quelque chose de très important, c'est que nous, l'une de nos valeurs de base, puis je ne cesserai jamais de le dire, c'est la langue française.
Alors, comment faire que les gens aiment notre langue et comment qu'ils peuvent se l'approprier aussi? Parce que, et c'est pour ça qu'on parlait de franciser en milieu de travail, les gens ont besoin de travailler très rapidement parce que la personne, quand elle arrive, elle a besoin de mettre du pain sur sa table. Et puis, c'est un parcours migratoire qui est long et qui est lourd. Ce qu'on est en train de voir, ce n'est pas le jour d'aujourd'hui, quand la personne est là, que je veux la maintenir, mais c'est quoi qui était derrière son rêve d'immigration? Comment est-ce que je vais pouvoir réaliser son rêve avec elle? Alors, je pense que le gouvernement, dans son rôle, devrait comme renforcer, d'une part, un financement, d'autre part, une capacité d'accès, et puis aussi d'accompagnement des organismes communautaires dans leur intervention auprès des entreprises, parce que c'est un volet qui actuellement n'existe pas. On parle d'accompagnement de la personne, mais on ne parle pas de l'accompagnement de l'entreprise en tant que telle pour mieux inclure et préserver. Le volet employabilité, le volet reconnaissance des acquis et le volet francisation, beaucoup de groupes nous en ont parlé et vont continuer à nous en parler. Je suis entièrement d'accord, puis c'est primordial et au cœur de l'intégration des personnes immigrantes. Mais il y a un bout que j'aurais aimé que peut-être vous alliez un peu plus loin parce que peu auront l'expertise que vous avez sur les autres difficultés. Se trouver un logement, l'accompagnement pour remplir des fois des formulaires gouvernementaux, la période de l'impôt. Il y a tellement de problèmes sociaux liés à l'intégration qui fait que les gens trouvent ça lourd, des fois, d'être au Québec. Et je sais qu'il y a peu d'organismes qui vont venir nous parler, qui ont l'expertise pointue que vous avez dans l'accompagnement de ces personnes-là. Pouvez-vous nous en parler pour nous sensibiliser à cette problématique? En fait, en ce qui concerne le logement, par exemple, la maisonnée a tout un volet au niveau du logement. Elle s'occupe carrément de la personne à partir de ses premières démarches d'installation. L'obtention du logement, on a aussi un service de dépannage alimentaire, on a des groupes d'achat qui sont présents au sein de nos services. On a aussi la possibilité pour les personnes d'avoir accès à faire leur déclaration d'impôt. D'ailleurs, ça s'en vient très rapidement. Je rappelle ça à personne. Mais en fait, en même temps, ce qu'il y a de très génial là-dedans, c'est qu'on offre une trentaine de services sous notre toit. Et c'est là où notre expertise est un incontournable. Je vous dirais aussi qu'on a des programmes de jumelage, on a des programmes d'accompagnement plus au niveau de la vie culturelle. On a des programmes de bénévolat. En fait, la maisonnée, c'est un tout. Et c'est pour ça qu'on n'est pas juste un organisme qui accueille la personne au départ dès qu'elle arrive, mais on est là pour elle pendant des années et des années. Je vous dirais que nos meilleurs bénévoles, c'est des bénévoles qui sont passés par nos services depuis 10, 15, 20 ans. Et je pense que c'est là qu'il faut qu'on aille chercher comment rendre l'individu un citoyen à part entière à travers nos organismes communautaires. Et ce que je voulais juste peut-être compléter, c'est que actuellement, le projet de loi cible le volet socio-économique par l'emploi, mais nous, on développe actuellement à travers la recherche en partenariat avec le Labri et l'UQTR, le volet loisirs et intégration. Donc, il y a une partie où est-ce que les gens travaillent, puis il y a une partie où les gens ne travaillent pas, mais c'est là que les contacts avec la société d'accueil se font davantage. Et ça, on a fait 2 recherches exploratoires et il y a une 3e puis qui va effectivement surgir si jamais le ministère de l'enseignement du loisir et du sport daigne nous financer à ce niveau-là. Merci. Je cède maintenant la parole à la députée de Lés-Plaines. Merci d'être ici aujourd'hui. Plus je vous entends parler, plus vous devez connaître Aminat. Oui, qui est un organisme, je vois les services que vous offrez, donc c'est à peu près la même chose. Après de longues discussions avec la directrice générale de l'organisme, elle me disait, puis je vous pose, je vous expose la situation, puis je vais vous poser la question sous-jacente. Elle me disait aussi que la grande difficulté des gens, c'est de se faire connaître dans le milieu du travail, évidemment, et que les employeurs potentiels puissent bien connaître aussi les opportunités qu'ils ont. Vous l'avez noté, surtout dans la grande région de Montréal, il y a peu d'emplois pour la capacité au niveau des nouveaux arrivants. Donc, elle me disait, et voici ma question, comment est-ce que les employeurs pourraient, selon vous, mieux comprendre la réalité et mieux encadrer les personnes en les accueillant dans leur entreprise?
Je pense que ça se passe à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est l'accueil de la personne immigrante dans son milieu de travail. Et le deuxième niveau, c'est l'accompagnement de l'entreprise dans ses démarches d'intégration pour la personne immigrante. Donc là, je reviens à la question de M. le ministre de comment est-ce que le communautaire pourrait accompagner. Dans le fond, l'accueil de la personne immigrante ne se fait... On a beau vouloir intégrer une personne immigrante en emploi. Tous les employeurs aujourd'hui en veulent. Mais maintenant, est-ce que le plancher est prêt? Est-ce que les autres collègues de travail sont prêts à les recevoir? C'est ça qu'il va falloir qu'on essaye de préparer. Donc, il faut qu'on prépare le milieu déjà au niveau des entreprises pour qu'ils accueillent bien la personne immigrante et aussi qu'il faut qu'on accompagne les ressources humaines, mais pas juste les ressources humaines, les gestionnaires aussi à travers des espaces de dialogue, à travers une adaptation des pratiques, à travers surtout et de façon très importante un élément à savoir une compréhension des codes culturels. Très souvent, on se fait approcher parce qu'il y a un problème de communication, beaucoup plus qu'un problème de compétences techniques. Et puis la question qui revient souvent, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Mais le qu'est-ce que je dois faire avec ça, ça fait partie de nos savoir-être, comment on définit. Et il y a eu une étude au niveau de l'IRIPI, par exemple, qui avait mentionné que la plupart des employeurs n'avaient pas nécessairement besoin de personnes immigrantes avec des compétences très élevées, parce que les compétences en savoir-faire, on peut les leur apprendre, mais il faut qu'ils apprennent les savoir-être des personnes d'ici. Nous ne voulons pas dire que les personnes immigrantes n'ont pas un savoir-être, mais qu'il faut adapter ce savoir-être à un savoir-être compris ici auprès de nos entreprises. Et je peux tout simplement citer l'exemple du soutien du regard. Le soutien du regard est considéré comme une insulte pour certains pays desquels nos personnes immigrantes sont ressortissants, et ils baissent le regard par respect pour l'individu, alors que nos ressources humaines pensent qu'il y a quelque chose à cacher ou il y a quelque chose de malhonnête dans ce qui est raconté. Donc, c'est tout ça qu'il va falloir qu'on essaye d'améliorer au niveau de l'adaptation de nos pratiques. Je compléterai en disant que les compétences spécifiques, il n'y a aucun problème. Et je pense que le projet de loi, malheureusement, vise les compétences spécifiques. Et dans ce sens-là, le principal échec est attribué aux compétences génériques. Et parmi les compétences génériques, je vais vous en nommer qui provoquent un choc discriminatoire, c'est le fait d'être né à l'étranger, d'être différent physiquement, notamment au niveau de la couleur de la peau, de parler une langue maternelle différente, de posséder un accent différent, d'avoir la consonance d'un patronyme différent, d'avoir une religion différente et ne pas avoir d'ancêtre québécois. Mais là, à ce moment-là, il faut vraiment faire ce qu'on appellerait une éducation interculturelle des employeurs, parce qu'autrement, que ce soit en région ou à Montréal, il va y avoir effectivement toujours ce constat d'échec. Nous, quand on intervient à l'intérieur des entreprises, mais c'est exactement sur ces volets-là des compétences génériques que l'on travaille. Et on obtient des succès, et habituellement, les emplois trouvés sont des emplois qui conviennent à la formation, je dirais, des requérants. Et l'autre point aussi que je veux mentionner, c'est qu'on parle des premières générations d'immigration, mais quelquefois, ça peut aller jusqu'à la 3e génération d'immigration qui subissent le même choc discriminatoire que leurs grands-parents. Là, à ce moment-ci, pour nous, si le ministère veut intervenir correctement, ce serait à ce niveau-là. Merci. Il reste à peine 1 minute. Est-ce qu'il y a une autre intervention de la part du groupe qui forme le gouvernement? Vous avez dit que... Alors, le député de Mégantic. Merci, je vous invite à prendre la parole. Vous avez dit plus tôt qu'il y avait 13,8 des immigrants qui étaient en chômage. Et vous servez aussi, vous aidez à l'aide alimentaire à 5 000 familles. Donc, ces familles-là, là, c'est des gens qui arrivent ou des gens qui, ça fait un bout de temps qui sont là? Ça dépend. Ça dépend des situations, de la précarité. Il y a des personnes qui viennent d'arriver, il y a des personnes qui sont là depuis un peu plus longtemps. Nous, comme Maisonnée, on essaye toujours d'aller chercher les personnes qui ont vraiment ce besoin-là de façon très claire à travers leur... en fait, qui frôlent le seuil de la pauvreté à quelque part. Cependant, à chaque fois qu'on est dans une situation où la personne est là depuis plus longtemps, on va aussi essayer de l'aider sur son volet employabilité. On va vraiment travailler là-dessus. Y a-t-il une façon de les amener
rapidement, le plus tôt possible? Y a-t-il une façon miracle de les amener à l'emploi rapidement? Ah, j'aurais bien voulu. Les miracles. En fait, le seul miracle, sérieusement, c'est de pouvoir... parce que ça dépend, je ne peux pas généraliser, vous comprenez? Ça dépend parce que c'est des cas par cas. Et il y a des cas où c'est beaucoup plus compliqué. Il y a d'autres cas où c'est beaucoup plus simple, dépendamment de la situation. Merci. Malheureusement, je dois céder la parole à la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci. Madame la députée. Merci beaucoup de votre présentation. Dans votre document de présentation, justement, vous écrivez que le projet de loi 9 constitue une rupture dans l'histoire du Québec comme terre d'accueil. C'est un message qui est très fort, qui est très révélateur également. Et je conçois très bien qu'on veuille améliorer la situation de l'immigration. On dit tout le temps que c'est un système qui ne fonctionne pas, mais il faut rappeler quand même que lorsqu'on regarde les chiffres, lorsqu'on regarde l'intégration, lorsqu'on se compare à d'autres sociétés, on a été capable de faire un bon bout de chemin au Québec en termes de résultats d'intégration, avec des résultats fort positifs également. Alors, on insiste beaucoup sur les éléments qui ne fonctionnent pas, mais la réalité, c'est qu'il y en a beaucoup qui fonctionnent également et qu'il nous faut les renforcer. Alors, on est tous d'accord avec l'idée de les renforcer. Il y a deux raisons pour lesquelles j'ai l'impression, quand je dis la question de la rupture qui me vient en tête. La première, c'est que dans la manière dont on parle d'un projet de loi des gens, lorsqu'on parle des 18 000 dossiers, on banalise la situation, on traite la situation de manière extrêmement cavalière. Et cette manière cavalière de traiter les choses fait en sorte que les gens se disent, bien, dans le fond, est-ce qu'on veut vraiment prendre soin des gens, puis on est vraiment intéressé, parce que si c'était le cas, on ne ferait pas les choses de cette manière-là. Et l'autre volet, c'est l'aspect qui est davantage coercitif. Là, on introduit une notion très coercitive dans est-ce qu'on a une résidence permanente conditionnelle? Et cette notion de coercition fait en sorte que ça vient teinter de manière très négative le projet de loi dans son ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord avec les commentaires que je fais et est-ce qu'il y a d'autres éléments qui, à votre avis, nuisent à notre capacité de collectivement être plus en faveur de ce projet de loi parce qu'il y a des éléments qui sont positifs malgré tout? En fait, juste peut-être mentionner, c'est qu'effectivement, la rupture dans l'histoire du Québec, c'est le fait de dire qu'on change les règles du jeu, malgré, je dirais, les personnes qui ont formé dans leur tête et avec leur famille un projet migratoire. Et donc, on change de bout en bout. Alors, ça veut dire que, dans le fond, la société québécoise ne devient plus crédible dans sa démarche, je dirais, d'accueil des personnes immigrantes. Et ceci est très fondamental parce qu'il s'agit d'un contrat relationnel. Et nous, on le voit, comme Mme Nisrine Aliala disait, c'est que chaque situation est personnalisée. Et dans ce sens-là, le fait de personnaliser la démarche au niveau du projet de loi est intéressant. Mais cependant, personnaliser strictement au niveau de l'employabilité, ça devient très dangereux. Parce que nous, on a une démarche personnelle, personnalisée également, à travers, je dirais, l'ensemble des services. Comme j'ai entendu tantôt une collègue du BINAM dire, nous, en fait, ce ne sont pas des dossiers, mais des personnes, des trajectoires de vie. Et quand je dis que nous accueillons 20 000 personnes, mais nous accueillons 20 000 personnes calculées sur 40 ans, on est à 800 000 personnes qui ont été accueillies par la Maisonnée, pas par le Québec, par le Maisonnée. Donc, dans ce sens-là, lorsqu'on fait une fête interculturelle, je dirais, de fin d'année, on a 90 de 400 personnes qui viennent pour la première fois fêter Noël avec nous. Donc, voyez-vous, ce que je veux dire, c'est que ça se trouve à être une démarche, même à travers les voyages, personnalisés. Mais ceci, lorsqu'on leur dit, vous êtes ici, ou votre conjoint s'en vient, ou quoi. Et là, à ce moment-là, lui, non, il ne pourra pas, il va falloir qu'il refasse la demande. Là, on a un double discours. On dit, vous venez au Québec, on vous accueille, mais d'un autre côté, on leur dit, écoutez, à recommencer. Bien, vous savez, comme moi, que ce n'est pas juste recommencer à faire une formule en ligne. Là. C'est des drames sociaux. Il est évident qu'il y a un double discours
Il y a un double discours qui est tellement clair et apparent. Je pense que tout le monde s'en rend bien compte, notamment, encore une fois, dans la manière de traiter, les cas qui nous interpellent. Dans les dernières semaines, ça fait pas longtemps que le projet de loi a été déposé, hein, ça fait 3 semaines qu'il a été déposé. Dans les dernières semaines, quels sont les commentaires que vous avez? Comment qualifiez-vous ce que vous vivez sur le terrain de manière plus spécifique et comment vous comparez ça à ce qui se passe d'habitude sur le terrain? Juste avoir une meilleure appréciation pour la chose. Bien, je vous dirais que sur le terrain, il y a beaucoup de peur, beaucoup de craintes, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de qu'est-ce qui va nous arriver? Est-ce qu'on va pouvoir rester? Est-ce que mon conjoint va pouvoir arriver dans les délais? Est-ce que mes enfants vont pouvoir se joindre à moi? Toutes ces peurs et ces craintes, on n'a pas d'éléments pour le moment aujourd'hui d'y répondre. On entend beaucoup, vous êtes en train de briser mes rêves. Ça fait 6 ans, 7 ans, 8 ans que je suis en attente. J'ai fait un projet pour pouvoir venir, mais là, je ne sais plus où est-ce que je vais être rendue. On a beau essayer de calmer les angoisses, mais on n'a pas encore assez d'éléments pour sécuriser les gens. Donc, ce qu'on espère, c'est pouvoir les sécuriser le plus rapidement possible par rapport à ce qui va advenir de leur cas et de leur situation. Et dans les 3 semaines, ce qui est un peu court quand même pour créer un tel émoi, honnêtement, avez-vous déjà observé ce genre de réaction dans la population? On a reçu des courriels carrément, de dire comment ça va se faire, comment on va pouvoir vivre, comment ça va marcher, est-ce qu'on va... En fait, je vous dirais que tout élément qui est incompris provoque ce genre de comportement en réaction. Donc, c'est une action qui a nécessité une réaction parce qu'il y a eu une incompréhension. Maintenant encore, d'habitude, nous, en tant qu'organisme, on a tous les éléments pour rassurer les gens, pour les ramener à terre, pour expliciter ce qui est derrière. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore d'éléments de réponse et on attend. On est comme tout le monde, on attend. Dans le fond, dans la réponse, on est fragmenté autant que le projet de loi nous apparaît. Dans un premier temps, parce qu'on se trouve à... Et ceci fragilise aussi la relation et la confiance, parce qu'n'oubliez pas que nous, on représente le Québec aussi. Je veux dire, dans notre démarche d'accueil. Et dans ce sens-là, quelquefois, je sais qu'on fait des efforts pour que cela ne se produise pas, mais on peut très bien nous jumeler à une politique qui, finalement, les discrimine. Voilà plusieurs semaines qu'on dit qu'on n'a pas de réponse aux questions que l'on pose. On le dit, on le répète, on essaie d'en obtenir, on n'en a pas. Est-ce que vous vous sentez dans la même position présentement ou est-ce qu'il y a eu un élément de clarté qui ont été amenés? C'est une très bonne question. Je vous dirais qu'on a beaucoup de questions sans vraiment avoir de réponses concrètes, solides, qu'on peut donner à la population qui nous la pose. Une réponse qu'on a entendue, c'est que les 3 000 qui étaient déjà présents seraient, entre guillemets, priorisés à l'intérieur de 6 mois. Nous, dans le fond, ce qu'on dit, c'est que, très bien, ce serait effectivement souhaitable que ça puisse avoir lieu rapidement et qu'il y ait tout un armada qui puisse, et non pas un arima, mais un armada qui puisse vraiment s'installer pour pouvoir... je dirais, traiter les demandes à la satisfaction non seulement des employeurs, mais des organisations. Peut-être qu'il y a des personnes qui pourront vous confirmer que les 3 000 ont été priorisés, mais la seule chose que nous avons entendue jusqu'à présent, c'est qu'il y a 400 dossiers qui vont être traités cette année. C'est la seule chose dont nous pouvons être... Je vous dirais qu'aujourd'hui, dans le cadre de la rareté et de la pénurie de la main-d'œuvre, et que c'est des personnes qui sont actuellement en emploi puis qui ont des positions... Ce ne serait probablement pas une situation favorable, ni pour nous, ni pour l'économie, ni pour le développement social, si jamais on n'accélère pas le traitement de ces dossiers-là. Si le 400 n'est pas exact, quelqu'un peut me confirmer le bon chiffre, ça me fera plaisir de l'avoir. Je ne sais pas si le ministre veut confirmer quelque chose, je peux lui donner mon temps de parole s'il veut confirmer si le 400 n'est pas exact. Certainement. Ce que je peux dire à la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne, c'est que lorsqu'elle pose des questions, elle doit se baser sur ce qu'on a dit. Et ce que j'ai toujours dit, c'est qu'on allait prioriser les 3 700 demandes qui étaient sur le territoire québécois par le biais du système Arriva. Alors, pour la suite des choses, on va faire le débat ici en études détaillées. Après les semaines de ce mois de mars, on a la collaboration de votre parti pour réformer le système d'immigration. Mais surtout, je l'invite à, lorsqu'elle questionne les témoins, à dire la vérité aux témoins sur l'étendue des propos que j'ai tenus, notamment en chambre et notamment à l'extérieur.
Je vais répondre à la question. Alors, je vais répondre avec ça à nouveau, puis je vais clarifier la situation. Ce que l'on comprend, c'est que pour 2019, ce qui a été présenté par le sous-ministre adjoint du ministère, c'est qu'il y aura 400 dossiers qui seront étudiés dans le système ARIMA, de même que les 10 000. C'est ça l'information que nous avons. Si ce n'est pas exact, je n'ai pas entendu de commentaires différents à ce propos-là. Maintenant, je vais céder la parole à un de mes collègues pour la suite des choses. Je vais à poser les questions à l'organisme qui est avec nous. Je vous invite à poser la question à l'organisme qui est avec nous, la députée de Bourassa Sauvé. Merci. Allez-y. Combien de temps? Là? Il vous reste 6 minutes. OK. Bien, justement, sur ce thème-là de la rupture avec la tradition d'accueil québécoise, il y a, dans le passé, de tradition, quand un immigrant arrivait ici, puis il y avait une résidence permanente, il y avait la sécurité d'avoir la résidence permanente. Puis à partir de là, bon, il travaillait, il apprenait le français. Bon, c'était pas parfait, mais au moins il y avait la sécurité d'être ici puis de commencer un nouveau chapitre de sa vie. Or, dans le projet de loi, on veut accoler une condition à la résidence permanente. Ça peut être, tu sais, vous allez être permanent quand vous allez passer le test de français ou quand vous allez passer le test de valeur. C'est pas très, très clair, mais il y a des conditions qui seraient accolées. Comment vous voyez ça, vous, dans la tradition québécoise d'accueil? Est-ce que ça vous trouble un peu? Bien, très précisément, là, je veux dire qu'il y ait, je dirais, des recommandations. C'est effectivement quelque chose qui pourrait, mettons, comme aider. Voyez-vous ce qui se passe là actuellement, là? Premièrement, les régions ne sont pas comparables l'une aux deux. En termes d'équipement, il y a des régions qui peuvent être un petit peu plus vulnérables. Et lorsque vous accueillez ou lorsqu'une personne a un projet pour venir immigrer au Québec, il faut être capable de bien le renseigner. Et lorsqu'on a une précision sur justement l'environnement qui va attendre la personne et sa famille, bien, je dirais que là, à ce moment-là, vous savez, on a une TCRI, là, une table de concertation des organismes qui s'occupent des réfugiés et de l'immigration. Et on a aussi le regroupement des organismes de la francisation du Québec qui couvre aussi tout le Québec. On est en mesure de pouvoir solliciter les organismes qui sont sur place pour faire en sorte qu'ils reçoivent justement les soins dont ils ont besoin pour pouvoir obtenir et bien s'intégrer. Un emploi et bien s'intégrer. L'idée actuellement, c'est que si on leur dit, on leur laisse supposer qu'ils ne peuvent pas, je dirais, avoir une mobilité à l'intérieur du territoire, là encore, je veux dire, on vient comme, je dirais, obscurcir le discours d'accueil. Je vais vous répondre peut-être, si vous permettez. Dans le fond, pourquoi la personne immigre? C'est ça la question qu'on devrait se poser à la base. Ceux qui arrivent avec une résidence permanente ont quitté leur pays pour 3 types de raisons principalement. Soit une résidence économique, donc améliorer des conditions de vie, soit politique, soit sociale. Mais dans les 3 situations, posez la question à n'importe quel immigrant, il va vous dire « je cherche la sécurité ». Et je cherche la tranquillité, je cherche la paix d'esprit. Alors, le problème dans ce genre de situation, c'est justement que il va être insécurisé par rapport à « je ne sais pas ce qui va m'arriver après », on pourrait les perdre justement et on pourrait ne plus pouvoir les garder chez nous comme on le désire. Et en fin de compte, je reviens à ce que disait M. Druidi justement, c'est là où on voit la coupure. Parce que la personne, quand elle arrivait comme résidente permanente, elle se disait « je suis là pour ma vie ». Je reconstruis, je recommence à zéro. L'idée, c'est de ne pas justement la mettre dans la précarité. Et je pense que si jamais elle va avoir à débattre encore une fois de sa résidence permanente, ça pourrait précariser sa situation. C'est pas très gagnant pour la rétention des immigrants au Québec. Selon moi, oui, c'est pas très gagnant. Et si, par exemple, les régions ont plus de difficultés à accompagner leurs nouveaux arrivants, finalement, le nouvel arrivant dans une région est moins bien placé que quelqu'un à Montréal qui aurait tous les services pour passer le fameux test s'il y en a un, etc., etc. Je vous dirais qu'à ce moment-là, on devrait se donner les moyens pour pouvoir mieux accompagner les gens en région, parce que les régions sont dans ce besoin-là.
Et ils ont tellement besoin de main-d'œuvre, je vous dirais, on entend les employeurs crier au secours, on a besoin de continuer notre travail, sinon on va fermer boutique. Et je pense que régionaliser l'immigration n'est pas une mauvaise idée, mais c'est qu'il va falloir juste le restructurer sur de bonnes bases, donner les moyens aux régions aussi, puis pourquoi n'y aurait-il pas des antennes dans les MRC pour pouvoir justement créer cet arrimage entre la population immigrante et la société d'accueil? Parce que dans votre rapport, vous parlez de choc culturel, choc discriminatoire pour des immigrants qui sont à Montréal, où il y a la population immigrante est ici à grande majorité. Donc, dans les régions, le risque est pire. Plus grand, certainement. Et puis, je vous dirais aussi que le choc culturel n'est pas dans un sens. Le choc culturel va dans les deux sens. Moins d'une minute. Le choc culturel est autant celui de la personne immigrante que la personne de la société d'accueil parce que ça va nous toucher dans ce qui est viscéral en nous. Ça peut être autant une langue, une religion ou une façon d'être, mais ça nous touche viscéralement. Alors qu'on soit acteur de la société d'accueil ou une personne immigrante, on peut subir ce choc-là. Donc, les deux doivent être préparés. On dit souvent qu'on a préparé les immigrants, mais qu'on a oublié la société d'accueil. Donc, en région, le travail, vous voyez beaucoup de travail à faire. Il va y avoir plus de travail à faire. Merci. Merci beaucoup. Je cède maintenant la parole à la députée de Marie-Victorin. Merci, Madame la Présidente. Merci à vous deux pour votre présence et votre présentation. C'est un plaisir de vous entendre. D'abord, vous parliez du fait que le projet de loi 9, pour vous, représente une approche très fragmentée, qui ne répond pas nécessairement à l'approche holistique que vous préconisez. Effectivement, je pense que les attentes sont grandes pour la suite du côté du gouvernement. On espère qu'il puisse déposer justement des mesures qui viennent pallier à ce qui est manquant dans le projet de loi 9, notamment pour ce qui a trait à l'accès à la francisation. Parce que c'est bien beau qu'on se donne le pouvoir, et je pense que c'est une bonne chose, de pouvoir offrir les services gouvernementaux aux travailleurs temporaires qui voudraient, par exemple, pouvoir bénéficier de la francisation, mais encore faut-il qu'il puisse y avoir des places en francisation. N'est-ce pas? Est-ce que c'est un problème que vous rencontrez fréquemment, le manque de place ou la désorganisation dans le réseau de services de francisation? Bien, je dirais que c'est surtout la lenteur des attentes. Parce qu'il y a beaucoup des fois, les gens arrivent, ils veulent s'inscrire à un cours à temps complet, il n'y a pas assez de place, donc ils vont devoir aller à des temps partiels. Entre-temps, il se trouve des emplois dans leur réseau, et très souvent des emplois élémentaires. Donc, ils ne vont plus aller faire de la francisation, ils vont juste être emportés dans la vie au quotidien. Donc, ce serait plus de créer plus de place en termes de francisation, créer la possibilité aussi de pouvoir avoir accès à des classes de francisation tout au long de l'année, dépendamment du moment de l'arrivée de la personne, parce que ça aussi, c'est très important. Et puis moi, je soulignerai aussi l'importance d'avoir des classes qui sont diversifiées en termes de francisation. Je peux m'expliquer par rapport à ça. Je vous dirais que l'une des situations qui était très critique en 2016-2017, c'était que la plupart des classes de francisation étaient composées de personnes qui étaient arrivées en tant que les réfugiés syriens. Donc, les classes étaient là pour la plupart des arabophones qui parlaient entre eux la langue, puis qui étaient là face à un enseignant. Donc, comment est-ce que je vais transmettre un savoir? Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'intérêt de faire prévaloir l'importance du français pour nous en tant que société. L'une des choses sur laquelle il faut vraiment insister, c'est l'identité québécoise. Et puis, c'est quoi l'impact de cette identité-là dans le parcours de la personne migratoire et où est-ce qu'elle se situe par rapport à cela? Et au niveau de la francisation, c'est assez exceptionnel. On reçoit une forte immigration maghrébine dont la langue maternelle est le français. Mais ce que j'ai entendu dans une recherche que j'ai faite, moi, en fait, auprès d'un employeur important, c'est qu'il ne parlait pas le français des affaires. Donc, voyez-vous, ce qui se passe actuellement, là, c'est un peu comme si on déboussole beaucoup là, les personnes parce qu'ils sont francophones et c'est leur langue, mettons, une langue parlée dans leur pays. Et ce qu'on arrive à dire, c'est que ce n'est pas convenable. Donc, voyez-vous, actuellement, là, je veux dire, on doit à ce moment-là avoir certains programmes ou en fait adapter les programmes pour qu'ils puissent avoir une correspondance entre les attentes et les besoins. Genre de mise à niveau, au fond.
on pourrait dire. OK. Puis rapidement, est-ce que vous voyez aussi des problèmes avec le classement dans les tests en ligne pour la francisation? Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'outil informatique déjà quand elles arrivent de leur pays d'origine. Donc, quand elles vont faire le test de classement, elles vont prendre beaucoup plus de temps que nécessaire pour finaliser le test. Merci à vous. Merci. Je cède maintenant la parole au député de Laurier-Dorion. Merci. Bonjour. Merci encore une fois de nous apporter une vision un petit peu plus complexe de ce que c'est l'immigration, parce que le projet de loi vise uniquement à créer un lien d'emploi. Puis voilà, là, c'est dans le sac, comme on dit. Ce que je comprends de votre propos, c'est que pour réussir une adaptation, une intégration globale à la société du Québec, est-ce qu'on veut, là, il ne suffit pas seulement que trouver un emploi. Là. J'aimerais vous entendre. En fait, ce qui est très important, c'est de prendre la personne dans son intégralité. La personne, quand elle arrive ici, elle est en perte de repère. Elle est en perte de reconnaissance. Elle n'est plus fonctionnelle, même si elle est très qualifiée et très compétente. Donc, et ça prend un temps d'acculturation, d'adaptation à la société d'accueil avant qu'elle puisse reprendre des façons de faire et des façons d'être qui vont être adéquats pour la société d'accueil. Je vous dirais, les pires échecs qu'on a vus, c'est quand une personne arrive de l'extérieur puis qu'elle a un emploi une semaine plus tard. Très souvent, ces gens-là vont nous revenir 2-3 ans plus tard pour nous dire « J'ai perdu mon emploi puis je ne sais pas quoi faire. Je ne sais même pas comment préparer un CV. » Alors, c'est pour ça qu'on trouve que c'est compliqué quand même de ne pas... L'idée, c'est de, si jamais la personne est en emploi, effectivement, au bout d'une semaine, qu'elle ait aussi accès à d'autres ressources qui vont l'accompagner au niveau de son intégration dans la vie sociale de Québec et de Montréal. L'intégration vise à jumeler, si je peux dire, là, 3 processus d'adaptation. L'adaptation fonctionnelle qui tient lieu donc avec la langue, le logement, l'emploi et la scolarisation. Ensuite, l'adaptation sociale qui vise à se créer des réseaux et l'adaptation culturelle qui vise à être présent dans les représentations collectives de la société. Et pour nous, le processus d'intégration, c'est de faire en sorte que la personne nouvellement arrivée et sa famille puissent finalement se développer, avoir une mobilité sociale en fonction de ses intérêts. Le projet de loi 9 vise les intérêts des employeurs, mais ne vise pas nécessairement les intérêts des personnes immigrantes. Donc, je dis qu'il faut compléter avec les recommandations que l'on fait, qui proviennent d'une recherche qui s'est étendue sur 25 ans par rapport à une présence, je dirais, des obstacles systémiques qui ont été réunis dans la recherche du comité consultatif de la personne immigrante. Est-ce qu'établir des conditions, des tests linguistiques, des tests de valeurs favorise l'intégration à long terme d'une personne issue de l'immigration? Ou faire dépendre la résidence? Je vous dirais que pour convaincre, il faut être convaincu. Et que si la personne n'est pas convaincue que c'est important pour elle de faire ça pour elle, afin qu'elle puisse s'intégrer dans la société, bien, ce n'est pas le test qui va faire la différence. Beaucoup de demandes, surtout des gens qui ont été refusés, là, qui ont été, bon, dans les dossiers, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive. Là. Est-ce que ça coûte cher, là, les démarches, l'ensemble des démarches là, pour demander rester au Québec? Là? Ça coûte très cher. Oui, ça coûte très, très cher. Je ne peux pas vous donner de montant, ce n'est pas du tout mon domaine d'expertise, mais je vous dirais qu'à travers l'accompagnement de mes collègues au niveau de différents dossiers, je vois beaucoup de gros montants passer pour que la personne puisse obtenir sa résidence permanente. Parce qu'il ne s'agit pas simplement, je dirais, du déboursé pour donner le droit d'accès, si je peux ainsi m'exprimer, mais il s'agit de tout ce qu'on appelle l'externalisation des dépenses. Et actuellement, le projet de loi 9, moi je tiens à le préciser, fait reposer le fardeau sur le requérant. Merci. Vraiment, je vous remercie pour votre contribution aux travaux. Je suspends les travaux jusqu'à 15 heures. Merci tout le monde.